Bonjour à tous et à toutes et à tous les amoureux du ballon rond et donc du sport du football. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série qui va rythmer l'année sur cette chaîne YouTube et également la saison. On va revenir journée par journée. Donc là, on va parler de cette journée qui s'est passée ce week-end dans les 5 grands championnats. On va revenir résultats, on va parler des compositions, des faits marquants pour chaque championnat. Donc on est parti avec ce premier match entre Arsenal et Brighton qui s'est donc soldé par un partout entre deux équipes qui étaient jusqu'à l'heure sur deux victoires. Donc Arsenal a ouvert le score à la 38e par Kai Havertz et une égalisation de João Pedro à la 58e. A noter également le carton rouge de Declan Rice, en tout cas le double jaune. Il avait reçu un jaune à la 42e et il a reçu un deuxième jaune à la 49e, ce qui a entraîné son expulsion. Ensuite, on va parler un petit peu des compositions. Donc, du côté de Mikel Arteta et d'Arsenal, c'était forcément David Raya dans ses cages. Ben White, Saliba, Gabriel et Timber pour la défense. Du côté de Martin Odegaard, du côté du milieu de terrain, on avait Martin Odegaard, le capitaine, Thomas Partey et Declan Rice, donc on l'a dit, qui a été expulsé. Et du côté de l'attaque, Leandro Trossard à gauche, Bukayo Saka à droite et Kai Havertz seul devant. Du côté de Brighton et de son entraîneur Fabian Urzeler, excusez-moi pour la prononciation, on avait donc Bart Verbruggen dans ses cages, Inchelwood, Dunk, Van Ecke, Veltman pour la défense, deux milieux de terrain, donc Baleba et James Milner. Devant eux, donc dans ce 4-2-3, on avait Yakuba Minte à droite, Kaoru Mitoma à gauche, dans l'axe João Pedro, et devant en pointe Danny Welbeck, le vétéran. Donc voilà, et enfin on va revenir un petit peu sur les changements qui ont été faits. Donc ça a commencé avec la blessure de James Milner à la 17e, remplacé par Ayari. Ensuite, suite au carton rouge euh, de Declan Rice, Leandro Trossard est sorti, remplacé donc par Ricardo Calafiori. Ensuite, donc un double changement en Yakuba Minte qui est sorti à la place de Jorginho Rutter et Pervis Estupiñán qui est rentré à la place de Joel Veltman. À la 73e, Martin Odegaard qui est rentré à la place de Gabriel Martinelli. 80e, Jurien Timber est remplacé par Alexander Zinchenko. Les deux derniers changements, donc à la 85e, Julio Enciso rentre à la place de Daniel Welbeck et Simon Adingra rentre à la place de Kaoru Mitoma. Est-ce qu'on a les stats ou pas du match? Est-ce qu'on les a un peu plus haut? Voilà les stats. Donc on peut voir donc forcément avec cette demi-heure de jeu à 10 contre 11, la possession est du côté des joueurs en bleu. Donc Brighton avec 64,2% contre 35,8%. Quasi plus du double de passes, enfin quasiment le double de passes du côté de, euh, de Brighton. Au niveau des occasions, voilà, 13 occasions pour Brighton, 8 pour Arsenal, 22 tirs à 11, 7 tirs cadrés à 4. Voilà, donc vraiment un match, on va dire, qui a été rythmé par ce carton. Je vous fais défiler un petit peu les statistiques. 12 fautes par exemple, aussi 6 arrêts du gardien. Donc voilà, c'est là qu'on peut voir les tirs cadrés. Voilà, il y en a seulement 4 pour Brighton sur 22. C'est encore faible pour cette équipe. Contre 7 tirs cadrés sur 11 tirs, c'est déjà un peu mieux. Donc maintenant, on va passer au deuxième match de ce week-end. C'était le match qui opposait Nottingham Forest et Wolverhampton. Donc une ouverture du score très rapide à la 10e minute de Chris Wood, qui a été directement répondu par Jean-Richard Pellegard, l'ancien de Strasbourg, à la 12e. Donc voilà un match qui comptait vraiment et qui va compter. Les moindres points pour Nottingham Forest cette saison vont compter. Et là, ils prennent un premier point intéressant face à Wolverhampton à domicile. Donc du côté de Nuno Espirito Santos, le coach de Nottingham Forest, on avait Matsels dans les sécages, Williams, Milenkovic, Murillo et Olaina en défense. Donc dans le 4-2-3, Sangaré et Anderson pour le double pivot, et Langa à droite, Callum Wilson-Odoi à gauche, Morten Gibbs-White en 10 et Chris Wood seul devant. Et donc pour Gary O'Neill, c'était un 4-4-1-1 avec Johnston dans ses cages, Gomez, Dayson, Mosquera, Nelson Semedo pour la défense, Ait Nouri qui était repositionné beaucoup plus haut en tant que milieu gauche, Mario Lemina et
Gomez dans l'axe, Jaric Nabalia qui était placé à droite alors que c'est plus un milieu de terrain de formation, Mateusz Cunha en 10 et Larsen devant. Donc voilà au niveau des changements, hein, pareil, 58e minute de jeu, un premier changement, Sangaré qui sort remplacé par Yates. À la 60e, deux changements du côté de Wolverhampton, Ait Nouri remplacé par Wang et Gomez est remplacé par Doyle. De nouveaux changements pour Wolverhampton. Semedo qui est remplacé par Doherty à la 75e et Bellegarde par Guedes à la 75e. Ensuite à la 80e, Callum Wilson-Odoi sort remplacé par Sousa. Dernier changement donc pour Wolverhampton, entrée de André à la place de Larsen. Et enfin, les deux derniers changements, les deux derniers du match pour Nottingham. Anderson est remplacé par Oneyi et l'anglais est remplacé par Silva. Au niveau des statistiques de ce match, voilà, la possession est en faveur, mais en tout cas c'est très équilibré entre ces deux équipes. Voilà, c'est quasiment du 50-50, 51,7 contre 48,3 pour Nottingham. Au niveau des occasions, 16, c'est des très grosses occasions. Donc là, voilà, sur 16 tirs, on peut voir qu'ils ont 15 grosses occasions. Nottingham contre 11 tirs pour pardon, 11 tirs pour Wolverhampton et seulement quand même 8 grosses actions. Donc franchement, un très très bon ratio. 5 tirs cadrés sur 16, c'est encore très faible pour Nottingham. Et pareil pour les Wolves, 11 tirs, seulement 3 cadrés, 6 tirs contrés, 4 hors-jeu. On fait de 23 de centres, hein, c'est notamment, on peut le sentir, avec Chris Wood devant, c'est quelque chose qui va être répétitif, hein, beaucoup de centres pour essayer de trouver la grande taille de Chris Wood, contre seulement 7 pour les Wolves. Donc voilà, 23 tacs, 60 duels gagnés contre 56, donc c'est vraiment un match qui a été très équilibré entre ces deux équipes. On verra le classement ensuite pour voir ce que ça a donné. Ensuite, match. Et c'est les premiers points d'ailleurs de Ipswich cette saison, il me semble. Il me semble que c'est les premiers points de Ipswich, donc avec une ouverture de Liam Delap à la 15e et une égalisation de Adama Traoré à la 32e. Donc pour l'instant, que des matchs nuls un partout dans cette première ligue. Donc voilà, donc on va regarder la composition de Ipswich commandée par Kieran McKenna. Donc Muric dans ses cages, Tuanzebe, Wolfenden, Greaves et Davies en défense. Morrissey et Calvin Phillips, l'ancien de Manchester City, qui est prêté par Manchester City à Ipswich dans le double pivot. Ogbene, Hutchinson et Smodic, pardon pour la prononciation, qui composent le trio d'attaque juste derrière Liam Delap, le buteur lui aussi, ancien de Manchester City. Et du côté de Fulham et de Marco Silva, c'est un peu plus. On connaît plus de joueurs avec Bert Leno dans ses cages, Robinson à gauche, Calvin Bassett et Issa Diop en charnière centrale, Kenny Tete à droite, au milieu de terrain, Lukic, Andreas Pereira et Emil Smith-Rowe dans un semi à 3, Iwobi à gauche et Adama Traoré à droite et devant Muniz tout seul. Voilà, là de nouveau les changements. 71e, Calvin Phillips est remplacé par Jens Kajuste de l'ancienne du Napoli. Emil Smith-Rowe est remplacé par Sander Berge. Smodic est remplacé par Clark. Non, d'abord il y a Muniz qui est remplacé par Raúl Jiménez à 79e. À la 80e, deux changements pour Ipswich. Smodic remplacé par Clark et Liam Delap par Al Hamadi. À la 87e, Andreas Pereira est sorti, remplacé par Carney et Lukic remplacé par Reed et Iwobi remplacé par Harold Wilson, le gallois. Et enfin le dernier changement de ce match, Ogbene qui sera remplacé par Chaplin. On va donc passer également aux stats. Voilà. Donc la possession est pareil, très équilibrée entre ces deux équipes. Ipswich est une équipe qui joue très très bien au football. On pourrait s'attendre pour le retour en première ligue, voire une équipe beaucoup plus défensive, et ce n'est pas le cas. Voilà, on peut voir 11 tirs contre 9, donc franchement pour une équipe qui vient de monter, c'est très honorable, parce que des fois on voit des équipes qui montent en première ligue et qui jouent très très mal, enfin pas qu'ils jouent très très mal, mais qui jouent un petit peu comme ils le peuvent. Là ils essayent de produire du jeu et c'est tout à leur honneur. Voilà, 4 tirs cadres de chaque côté,
8 corners à 6, 26 centres à 16. Pareil, c'est dû aussi au profil des attaquants. Donc voilà. Ensuite, donc on va passer à un nouveau match. Et enfin, la première victoire en Première Ligue. Dans cette journée de Première Ligue, dans cette troisième journée, c'est la victoire de l'Aston Villa, qualifié en Ligue des Champions face au Leicester qui vient tout juste de remonter. Avec donc un but de Onana à la 28e et de John Duran à la 63e, une réduction de l'écart de Facundo Buonanotte, l'ancien de Brighton, à la 73e. Donc là de nouveau pour les titulaires du côté de Steve Cooper, Mats Hermansen dans les cages, Christiansen à gauche, Okoli, Faezand, charnière centrale et James Justin à droite. Oliver Skip, Harry Winks dans le double pivot du 4-2-3-1, Ndidi replacé en 10, Fataou à droite et Jordan Ayew, voilà, nouvelle recrue, Jordan Ayew qui jouera à gauche, et Jamie Vardy, bien évidemment le capitaine, l'éternel Jamie Vardy, seul en pointe, face à cette équipe de Unai Emery et ce 4-2-3-1 avec donc forcément Diego Martinez, à gauche Lucas Digne, dans l'axe Pau Torres, Konsa et à droite Bogarde. Ensuite au milieu de terrain Tielemans Onana. Donc dans ce deux milieux de terrain, à gauche John McGinn le capitaine, à droite Léon Bailey et devant Rodgers et le meilleur buteur la saison dernière de Aston Villa, Ollie Watkins. On va passer de nouveau au stats. Donc là voilà la possession est pour cette équipe de Leicester qui elle aussi remonte en premier comme je l'ai dit, qui elle aussi ne refuse pas le jeu, donc ça fait plaisir de voir ça, 57,6 contre 42,4. Voilà, 10 tirs à 9, donc très serré au niveau des tirs. Là voilà, Aston Villa qui a cadré 50% de ses tirs avec 5 cadrés, et voilà, Aston Villa, Leicester qui a cadré seulement 3 tirs. C'est peut-être là où a pêché aussi un petit peu. 18 centres contre 10, 11 interceptions à 7, 22 tacles à 17. Au niveau du duel gagné, c'est aussi assez équilibré. Donc voilà, un plutôt joli match pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir le regarder, que ce soit à la télé ou au stade. Ensuite, on va passer du côté de Brentford. Donc cette victoire 3-1 de Brentford face à Southampton avec un doublé de Brian Mbeumo à la 43e et à la 65e. Un troisième but de Wissa à la 69e. Et enfin, une réduction de l'écart à 3-1 à la 94e par Sugawara, le japonais de Southampton. Donc du côté de Thomas Frank, la composition, c'est Mark Flecken dans ses cages. À gauche, Janelt. En centrale, Collins et Pinnock. Et à droite, Ager, je sais pas comment ça se prononce. Au milieu de terrain, dans ce 4-3-3, Norgard le capitaine, Mikael Tamsgaard, la bonne surprise de l'Euro 2021 qui est toujours là dans ce milieu de terrain, et Jensen également dans ce milieu de terrain. En attaque, dans ce trio d'attaque, Kelvin Shade, Wissa et Brian Bemo composaient ce trio d'attaque. Et du côté de Russell Martins et de Southampton, c'est Ramsdale prêté par Arsenal dans ses cages, Stephens le capitaine, Ben Narek et Howard Bellis. À gauche, dans ce 5-3-2, Kyle Walker Peters, et Sugawara à droite. Dans ce milieu de terrain, Don West, Smallbone et Haribo. Et devant, Armstrong et Brian Brereton. On va passer aux statistiques. Donc voilà, la possession est largement en faveur de Southampton, et pourtant ils se sont inclinés 3-1 avec 63,4% contre 36,6%. 20 tirs à 18, donc franchement, même malgré un taux de possession assez faible, ils s'en sortent plutôt bien au niveau des tirs, les joueurs de Brentford avec 20 tirs à 18, 7 tirs cadrés à 6, un poteau de chaque côté, 8 corners à 2, 20 centres à 13. Et au niveau des duels gagnés, voilà, c'est 39 pour Brentford et 35 pour Southampton. Donc voilà, un bon petit match entre deux équipes qui devraient pouvoir jouer le mieux de tableau, à mon avis. Ensuite, on enchaîne avec l'avant-dernier match du samedi
entre Bournemouth et Everton. Donc voilà, victoire 3-2 du côté de pour Bournemouth du côté de Everton, avec donc une remontée. C'est ce match-là, voilà, avec Keane qui avait marqué à la 50e et Calvert-Lewin qui avait creusé l'écart à la 57e. Pardon, avant une fin de match complètement folle, avec un but à la 87e de Semenyo, un but à la 92e de Lewis Cook et le but de la victoire à la 96e de Luis Sinisterra. Ça, c'est des points qui vont compter pour Bournemouth et qui plongent un peu plus Everton. On verra ça au niveau du classement. Donc pour Sandwich, c'était Pickford dans les cages, Coleman le capitaine à droite, Tarkowski, Keane en défense centrale et Mikolenko à gauche. Hiroek Benan et Idrissa Gueye pour le double pivot au milieu de terrain. Harrison, McNeil et Iliman Ndiaye, l'ancien Marseillais, composent le trio d'attaque derrière Calvert-Lewin, le buteur maison de cette équipe d'Everton. Et du côté de Adoni Iraola, on avait Kepa Arrizabalaga prêté par Chelsea, Kepa Arrizabalaga dans ses cages, Milos Kerkez à gauche, Sensi Zabarni en centrale, Julian Araujo de Barcelone à droite, Christie et Lewis Cook au milieu de terrain dans ce double pivot du 4-2-3-1, Marcus Taverny et James Clivert en 10 et Senmeyo à droite derrière Evan Nilsson, seul en pointe. Au niveau des statistiques, voilà, la possession est pour Bournemouth avec 53,1% contre 46,9%. 18 tirs à 17, donc un match très très plaisant. 8 tirs cadrés à 7. Donc on a vraiment eu beaucoup de spectacles à Goodison Park. Voilà, 8 corners à 4, 24 centres à 21. Et au niveau des duels gagnés, voilà, 60 à 54. Donc il n'y a pas une équipe qui a outrageusement dominé cette rencontre. Mais voilà, Everton a craqué en fin de match. Et ils vont pouvoir, sans vouloir d'avoir laissé échapper les 3 points qui leur tendaient les bras. Ensuite, du côté de Manchester City et West Ham, donc ce match qui se disputait au London Stadium de West Ham, on a eu donc une ouverture du score de Erling Haaland à la 11e, puis une égalisation de West Ham sur un but contre son camp de Ruben Dias, avant que Erling Haaland ne montre qui c'est le patron de cette équipe, avec un but à la 29e et un but à la 93e pour s'offrir son deuxième triplé de la saison en 3 journées. C'est monstrueux ce que fait Erling Haaland. Donc du côté de l'équipe de Julian Lopetegui qui joue à domicile, on avait Alphonse Areola le français dans ses cages, Palmieri à gauche, Kilman, Mavropanos en centrale, Wan-Bissaka nouvelle recrue à droite, Guido Rodriguez et Edson Alvarez dans le WO, Guido Rodriguez également nouvelle recrue, et devant Mohamed Kudus à gauche, Lucas Paqueta en 10 et Jaron Bowen à droite, et enfin donc du coup voilà Miguel Antonio dans l'axe. Et donc du côté, et à noter bien évidemment la blessure d'Alphonse Areola, enfin voilà, il est sorti à la 46e, donc voilà. On espère que ça va aller pour lui. Et du côté de Manchester City et de Pep Guardiola, Ederson dans ses cages classiques, Gvardiol, Ruben Dias, Akanji pour la charnière centrale. Sur les côtés, Doku et Jack Grealish. Donc voilà, très offensif. Matteo Kovacic et Rico Lewis au milieu de terrain. Et voilà, Rico Lewis qui descend pour faire cette ligne de 4 avec Gvardiol qui décale à gauche et Rico Lewis qui descend arrière droit. Et enfin, donc, du coup, comme on avait pu le voir avec John Stones dans la précédente vidéo qui est sortie, où elle n'est pas encore sortie, mais elle sortira jeudi, il me semble, cette vidéo sur John Stones. Et donc devant dans ce trio d'attaque, Kevin De Bruyne classique, Bernardo Silva et Erling Haaland en pointe. Voilà, au niveau des stats, c'est des stats à la City, on a 67,6% de possession de balle contre 32,4%, c'est monstrueux. 23 tirs à 10, 8 tirs cadrés à 2, sachant que voilà, le but contre camp ne compte pas comme un tir cadré, donc c'est dur. 22 centres à 14, 11 corners à 3, 44 duels gagnés contre 32, c'est le plus gros écart qu'on a eu depuis tout à l'heure. Donc voilà, et donc on va passer à la journée du
dimanche 1er septembre avec, pour commencer, Newcastle contre Tottenham, avec donc une victoire 2-1 de Tottenham, de Newcastle face à Tottenham, avec une ouverture du score de Ashley Barnes à la 38e, une égalisation de Dan Burn contre son camp pour Tottenham à la 56e et Alexander Isak qui marque à la 78e. Du côté de l'équipe proposée par Eddie Howe, on avait Nick Pope dans sa cage, Kelly en latéral gauche, Burn, Kraft en défense centrale et Livramento à droite. On avait Joe Linton, Longstaff et Guimaraes chemin de terrain dans ce 4-3-3. A noter aussi le retour, il me semble, voilà, sur les terrains de Sandro Tonali qui était suspendu pour une raison extra-sportive toute la saison dernière. Et donc pour le trio d'attaque, Harvey Barnes, Anthony Gordon à droite et Alexander Isak dans l'axe. Et du côté de Ange Postecoglou, on avait Vicario dans ses cages, Udogie à gauche, Prito Porro à droite, Romero Dragoussin en défense centrale, Yves Bissouma sous les deux autres militaires qui sont James Madison et Pat Matassar dans ce 4-3-3. Et enfin à gauche, Wilson Odobert le français, Dejan Kulusevski à droite et Huminson dans l'axe. Et donc au niveau des stats, voilà, c'est l'équipe de Tottenham qui a la position 65,7 contre 34,3%, mais voilà, 20 tirs à 9, donc une domination outrageuse des hommes de Ange Postecoglou, mais ça on en a l'habitude. 6 tirs cadrés à 3, 12 corners à 7, 27 centres à 12, 61 duels gagnés contre 47, donc voilà, une grosse domination des joueurs de Tottenham, mais malheureusement, pour eux, c'est cette équipe de Newcastle qui s'est imposée. Enfin, avant-dernier match de cette journée de Première Ligue, et on se déplaçait du côté de Stamford Bridge avec donc cette équipe de Chelsea contre Crystal Palace, match nul 1 partout. Nicolas Jackson à la 25e et Herbert Eze à la 53e qui a égalisé. Du côté de Enzo Maresca, cette composition avec Roberto Sanchez dans ses cages, Cucurella à gauche, Colwill, Fofana en défense centrale, Malo Gusto le français à droite, Moses Caicedo, Enzo Fernandez, double pivot. Ensuite Pedro Neto à gauche, Cole Palmer dans l'axe et Madueke à droite et Nicolas Jackson dans l'axe. Et du côté de Olivier Glasner et son équipe, on avait Dean Anderson dans les cages, Mark Gay, Chris Richards, Nathaniel Klein en défense centrale, Tyrone Mitchell à gauche, Munoz à droite, Hughes et Wharton au milieu de terrain, et enfin devant Daichi Kamada, nouvelle recrue, Herbert Eze et le français Jean-Philippe Mateta, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. Donc voilà, Christopher Nkunku est rentré, João Félix est rentré aussi également, Ismaël Assar, l'ancien Marseillais, est rentré. Et donc on va aller voir un petit peu les statistiques. Donc 62,8% de possession pour Chelsea. Chelsea a fait vraiment un très très bon match, 37,2%, voilà. 13 tirs à 9, 7 tirs cadrés à 3, 4 corners à 5, 19 centres à 9, voilà. 47 duels gagnés contre 41. Donc franchement, un match très sérieux des hommes de Enzo Maresca, en espérant que ça continue comme ça pour le reste de la saison, surtout qu'ils ont énormément de joueurs. Et enfin, on termine cette première ligue par le choc de cette troisième journée. C'est ça, cette troisième journée de première ligue avec Liverpool qui se déplaçait à Old Trafford sur la pelouse de Manchester United et qui a tout simplement imposé sa loi face aux Red Devils, les Reds de Liverpool, avec une victoire 3-0, avec tout d'abord un doublé de Luis Diaz en première mi-temps à la 35e et à la 42e. Et enfin Mohamed Salah qui entérine les tout derniers espoirs si Manchester United en avait encore à la 56e, 3-0. Troisième succès consécutif pour Liverpool et troisième clean sheet d'affilée. C'est incroyable ce que réalise cette équipe sous Arne Slot. En parlant de ça, on va commencer par la composition d'Eric Ten Hag, donc dans ce 4-2-3 avec Onana dans ses cages, Diego Dalot à gauche, Lisandro Martinez dans l'axe et Matthijs de Ligt avec lui, Noussair Mazraoui à droite, Kobbie Mainoo et Casemiro pour le double fio du 4-2-3-1, Marcus Rashford à gauche qui a vraiment beaucoup de mal, que ce soit cette saison ou la saison dernière, ça a été très compliqué. Il repart sur une saison très compliquée
le jeune mancunien, enfin le jeune, il est plus très jeune, mais voilà, en tout cas, le mancunien numéro 10, Bruno Fernandes, le capitaine dans l'axe, Alexandre Garnacho à droite, et enfin Joshua Xerxes pour sa première titularisation, l'ancien de Bologne, dans l'axe à la pointe de l'attaque. Et donc du côté de Arne Slot, ce 4-2-3 également avec Alisson, Sakage, Robertson à gauche, Alexander Arnold à droite, Van Dijk et Ibrahim Konaté dans l'axe, le français. McAllister, Gravenberch pour le double pivot, Luis Diaz à gauche et Mohamed Salah à droite, Dominique Szoboszlai en 10 et Diogo Jota devant. Est-ce qu'il y a des entrées suivantes? Gakpo qui est rentré, Darwin Nunez également, Christian Eriksen est rentré, et Amad Diallo. Voilà, pas de grands problèmes dans cette composition. Et enfin au niveau des stats, voilà, la position est assez équilibrée, 52 à 40, 52,8 à 47,2. Voilà, mais voilà, 11 tirs à 8, 3 tirs cadrés, donc vraiment beaucoup de réalisme du côté de Liverpool. 3 tirs cadrés, 3 buts, c'est magnifique pour eux. 19 centres à 6, voilà, 52% de duels gagnés à 89. On pourrait croire en voyant ces stats que Manchester United a dominé cette équipe de Liverpool, mais c'est absolument pas le cas. Cette équipe de Liverpool a mérité largement sa victoire et continue, et donc fait donc la course en tête avec Manchester City, donc voilà, à 9 points City, Liverpool à 9 points, ensuite suivent 3 équipes à 7 points, Brighton et Arsenal et Newcastle à 7 points, ensuite donc 6e et 7e, Brentford et Aston Villa avec 6 points également, Bournemouth 8e avec 5 points, Nottingham également 5 points 9e, ensuite 3 équipes à 4 points, Tottenham, Chelsea, Fulham, 2 équipes à 3 points, West Ham et Manchester United 14e, ensuite 4 équipes à 1 point, Leicester, Crystal Palace, Ipswich, qui prenait son premier point de la saison, et Wolverhampton également. Et enfin, les 2 équipes à 0 points, c'est Southampton et c'est Everton qui fait vraiment un début de saison plus que compliqué. Donc voilà, c'est terminé pour cette revue des cette analyse, ce résumé de la journée de Première Ligue. On va donc passer à un nouveau championnat qui est le championnat espagnol et la Liga. Donc voilà. Et donc cette quatrième journée là, pour le coup c'est la quatrième journée, elle a plutôt bien démarré par rapport au niveau des résultats, avec 7-0 infligé par le FC Barcelone à Valladolid. Donc c'est à Luis Companys, le stade de rechange du Barça en attendant la rénovation complète du Camp Nou. Donc un premier but à la 20e de Rafinha, ensuite Lewandowski à la 24e, Jules Koundé à la 45 plus 2, donc 47e, pour rentrer au vestiaire avec une avance déjà de 3 buts et déjà une avance définitive. Rafinha qui inscrira son doublé à la 64e et qui ira de son petit triplé à la 72e, donc 64-72 pour le doublé et le triplé. Dani Olmo, nouvelle recrue, à la 82e, ira de son petit but. Et celui qu'on attend forcément, Ferran Torres, lui également, entré en jeu, qui ira de son petit but à la 85e, voilà, pour un succès 7-0 retentissant des hommes d'Hansi Flick. Du côté des compositions, on avait Ter Stegen dans ses cages, Alejandro Balde à gauche, Inigo Martinez dans l'axe avec Pau Cubarsí, Jules Koundé à droite, Casado, González au milieu de terrain, Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche, Dani Olmo en 10 et Robert Lewandowski dans l'axe. Du côté de Valladolid et de Paulo Pezzolano, on avait Hein dans les cages, Rossa à gauche, Comert et Sanchez dans l'axe, Pérez à droite. Dans ce cas de 3, on avait Pérez de nouveau et Juric qui composaient le duo au milieu de terrain. Sanchez, un nouveau Sanchez à goût le numéro 10 à droite, Raúl Moro à gauche et devant De Souza et Selima Amala qui composent cette équipe, une équipe très faible de Valladolid, et ça s'est ressenti au niveau du match. Voilà. La position est barcelonaise, 70,4%, 29,6%, 23 tirs à 4, 11 tirs cadrés à 1. C'est une nomination sans partage de cette équipe du Barça. Voilà, je vous fais défiler les stats un petit peu. Du côté de Bilbao et du stade San Mamés, on a eu une victoire 1-0 de l'Atlético, la 92e sur un but d'Angel Correa.
Voilà, dans les cages de ces équipes de Bilbao entraînées par Ernesto Valverde, on avait Arizabala, Ari, Aji Rezabala, excusez-moi pour la prononciation. Du côté gauche, on avait Yuri Berchiche, en défense, on avait Alvarez Vivian, à gauche, à droite, pardon, Lekoué, au milieu de terrain, Ander, Herrera et Prados. Dans le 4-2-3, on avait donc Nico Williams à gauche, Iñaki Williams, le capitaine, à droite, et en 10, Sanset, et devant Guru Zeta, pardon. Du côté de l'Atlético de Diego Simeone qui s'est beaucoup renforcé, on avait Musso dans les cages qui remplaçait Yano Black, qui doit être blessé. J'ai pas vu passer la news, excusez-moi. Du côté donc de la défense centrale, Renildo, centrale gauche, Jiménez donc dans l'axe de la défense à 3 et Robin Lenormand, une recrue, central droit, à gauche Samuel Lino en piston et Marcos Llorente également à droite en piston. Coquet, le capitaine, était là, accompagné par Pablo Barrios. Et les deux numéros 10 et Lyon, on peut dire aussi. Enfin, demi-espace, pardon, pas ailier. Conor Geiger et Anthony ne sont pas des ailiers. Et ils seront donc en soutien de la grosse recrue de ce mercato côté Atlético, c'est Julian Alvarez. Donc, on regarde les stats, voilà. Une possession qui est quand même assez équilibrée, c'est pas comme la possession du Barça, 53 à 40, 53,1, on va dire 54 à 46. Oui, 53 à 47, pardon. 9 tirs à 8, donc un match très équilibré. Voilà, tir cadré, 2 tirs cadrés contre 1, donc voilà, manque d'efficacité dans ce match. Et ça s'est ressenti. 20 centres, voilà, donc je vais passer les petites stats. Ensuite, troisième match de cette quatrième journée. L'Espagnol Barcelone recevait le Rayo Vallecano avec un premier but à la quatrième de Garcia Rivera pour le Rayo Vallecano. Romero égalisera à la huitième, il faudra attendre la toute dernière action de ce match pour que Veliz, joueur prêté par Tottenham, enfin en tout cas ancien joueur de Tottenham, donne l'avantage à l'Espagnol Barcelone, ce qui fait 2-1 pour cette équipe de l'Espagnol Barcelone, entraînée par Manolo González avec Garcia dans ses cages, El Hilali à droite, Calero, Kumbula en centrale, Olivan à gauche, Carreras, Gragera et Romero pour le milieu à 4, Poido et Veliz devant, Poido le capitaine. Et du côté du Rayo Vallecano, on avait Cardenas dans ses cages, équipe entraînée par Inigo Pérez, ensuite Espino à gauche, Mounine, Florian Lejeune le français dans l'axe, Ratiu à droite, Garcia Rivera le buteur à gauche, Lopez dans l'axe avec Valentin le capitaine, deux Fructuose à droite, Camelo Ambarda dans l'axe dans ce 4-4-2. Voilà, donc rien de spécial, non supplémentaire. Donc voilà, on va passer aux stats de ce match. Une position aussi équilibrée, 53 à 47. Voilà, 17 tirs à 10. Donc vraiment un gros manque d'efficacité du Rayo, 5 tirs cadrés à 3. C'est dommage parce que franchement, ils ont eu des actions pour s'imposer, mais malheureusement, ça ne l'a pas fait. Ensuite, on va passer à Valence-Villarreal. Donc du côté de Valence, on a eu un match nul entre Valence et Villarreal. Hugo Douro à la 24e avait ouvert le score. Et à la 45e plus 3 ans, Pérez avait égalisé. Sachant que voilà, Pape Gay a pris, dans l'ancien Marseillais également, a pris un double jaune, 50e. Premier jaune pour Pape Gay, 68e. Deuxième jaune, ce qui entraînera son expulsion. Et ce qui fera donc que Villarreal jouera 20 minutes, plus de 20 minutes à 10 contre 11. Ce qui a peut-être fait baisser en rythme ce match. Donc Ruben Barraja pour l'entraîneur de Valence avec Mamardashvili qui est assigné du côté de Liverpool mais qui est en prêt du côté de Valence. À gauche Vasquez, dans l'axe Mosquera et Tarrega dans l'axe. Correa à droite le portugais. Dans ce milieu à 4, Riora à gauche, Pepelu dans l'axe, Guillamon à côté de lui et Lopez à droite et devant Hugo Doro et Almeida.
Et du côté de l'ancien coach marseillais, Marcelino, on avait donc également ce 4-2, ce 4-4-2, hein, c'est le 4-4-2 dogmatique de Marcelino, qu'il n'a jamais changé de système, il reste toujours dans son 4-4-2 avec Condé dans les cages, Cardona à gauche, Logan Costa, l'ancien Toulousain, dans l'axe à côté de l'expérimenté Raoul Albiol et capitaine également, Femenia à droite, à gauche dans le 4-4-2, donc dans le couloir gauche, Comesania, dans l'axe Gay, donc qui a pris un rouge, et Daniel Parreiro, lui aussi expérimenté, le numéro 10 de cette équipe, et à gauche la grosse pépite espagnole Yeremy Pino, et devant Ayose Pérez, l'ancien du Betis Séville à côté, et Tierno Barry, l'ancien de Bâle. C'est au stade des équipes. 57,9% de possession pour Valence contre 42,1, donc 58-42. Voilà, 22 tirs à 9, 5 tirs cadrés à 2, donc vraiment un gros manque de justesse, hein, du côté de Valence, qui aurait mérité vraiment, au vu des occasions qu'ils ont eu, de s'imposer. Malheureusement, voilà. Quand tu fais 22 tirs et que tu en 4 que 5, c'est compliqué. Voilà, 44 centres, c'est énorme. Et au niveau du duel gagné, c'est 58 contre 41. Et donc pour terminer ce samedi 31 août du côté de l'Espagne, on avait Mallorca contre Leganés. Mallorca s'est imposé 1-0 à Leganés, un but de Rodriguez pour Mallorca à la 43e. Du côté de Borja Jiménez, on avait Soriano dans les cages pour Leganés, Hernandez à gauche dans la défense, González Sáenz au milieu pour la chaîne centrale, Altimar à droite. Sur le milieu de terrain, Renato Tapia et Brasanac pour le double pivot, El Haddadi à gauche, Oscar Rodriguez, je crois que c'est Oscar Rodriguez dans l'axe, et Rabat à droite, et devant Garcia. Et donc du côté de Mallorca, Jacoba Arrasate nous avait concocté de nouveau, lui aussi un 4-2-3 avec Griff dans les cages, Lato à gauche, Rayo Valgent dans l'axe, Pablo Maffeo, l'espagnol avec la nationalité argentine, qui est un très bon joueur, hein, sur FM. Il y avait quelques années, il avait un très gros potentiel, ce joueur. Costa et Morlanes pour le double pivot du milieu de terrain, Domenech, voilà pour les Français, hein, bien évidemment. Domenech, on connaît, bon c'est pas Raymond, heureusement. À gauche, donc Taku Asano, à droite le japonais, Rodriguez en 10 et Moriki dans l'axe. Et donc au niveau des statistiques, 54% à 46, donc 9 tirs à 12 pour Mallorca, donc Mallorca voilà, pu tirer, mais seulement 3 tirs cadrés, c'est encore très faible. 2 tirs cadrés pour Leganés. Je vais défiler un petit peu les stats. Voilà. Et donc on va passer donc à la journée du dimanche avec Osasuna contre le Celta Vigo. Donc on a eu donc la victoire 3-2 de Osasuna avec un premier but de Boyomo à la 21e, Borja Iglesias a égalisé à la 29e. Ensuite, juste avant la mi-temps, on a Dominguez qui a marqué contre son camp à la 45e. Puis Bretones a donné l'avantage, accru cet avantage et a donné le but du 3-1 pour Osasuna à la 62e, et à la 90 plus 1, donc à la dernière seconde du match, c'est Gomez qui a marqué contre son camp pour le joueur d'Osasuna. Gomez qui a marqué contre son camp et qui permet au Celta Vigo de réduire l'écart. Malheureusement, ce sera insuffisant. Et à noter justement le carton rouge de González à la 86e pour le Celta Vigo. Que voilà. Du côté d'Osasuna, Vicente Moreno avait concocté une équipe avec Herrera en défense, Breton dans les cages, le capitaine. Excusez-moi. Bretones à gauche, Boyomo, Catena dans l'axe, Areso à droite, Toro en milieu défensif, Moncayola et Orozo, très bon jeune aussi, hein, qui avait fait beaucoup de mal et qui est d'ailleurs champion olympique à Paris avec l'Espagne.
Brian Zaragoza à gauche, Garcia Santos à droite, Boudimir dans l'axe, dans ce 4-5-1. Et du côté de Claudio Giraldez, Villar dans les cages, une défense à 3, Dominguez, Gielson, Rodriguez. Du côté des pistons, Alvarez et Oscar Mingueza. Au milieu de terrain, Ilex Moriba et Fran Beltran. Devant, Svenberg, Borja Iglesias et Iago Aspas à droite, le capitaine de cette équipe. Ensuite, on passe donc du côté de Alaves, où Alaves s'est imposé 2-0 à domicile face à Las Palmas. Sivera un but à la 7ème de Vicente et Tony Martinez à la 78e a donné un avantage définitif à Alaves 2-0. Du côté de Luis Garcia Plaza, l'entraîneur de Alaves, on avait Sivera dans ses cages, Sanchez en défense à gauche, Seldar Akar, je sais pas comment on dit, excuse-moi. Pour la chanson centrale, Temaglia à droite, le capitaine. Konichi à gauche dans le 4-4-2 avec Blanco et Guridi dans l'axe. Vicente à droite. Et devant, Stoïkov, c'est pas non plus la légende, Stoïkov, et Kike Garcia pour ce 4-4-2. Du côté de Las Palmas et de Luis Miguel Carlion, on avait Jasper Silesen dans ses cages. À gauche, on avait Marmol, McKenna Suarez dans l'axe, Rosada à droite. Dans les trois au milieu de terrain, 3-5 on va dire, on avait Rodriguez le capitaine, Campana et Munoz, et sur les côtés on avait Mata, Fuster et devant McBurney. Voilà, Enzo qui est rentré, pas de Tony Martinez donc qui est rentré, qui a marqué. Côté des stats, très grosse possession, mais ça on le savait du côté de Alaves, c'est que c'est pas une équipe qui joue en possession mais plus en transition. 71% de possession de balle pour Las Palmas, contre 29% pour Alaves, mais quand même 15 tirs à 12, donc malgré un taux de possession très très faible, moins de 30%, ils ont fait 15 tirs contre 12, 5 tirs cadrés à 6, donc ensuite on fait défiler les autres stats. 50 duels gagnés contre 44. Voilà. Et on va passer donc maintenant à un match très intéressant et un match qui enfonce Séville à domicile. C'est Gironde qui s'en est chargé. Donc avec une victoire 2-0. Martin qui a marqué et Abel Ruiz sur penalty 2-0 pour Gironde à Ramon Sanchez Pizjuan. Donc du côté de Francisco Garcia Pimienta, on avait Leland dans ses cages, Valentine Barco prêté par Brighton à gauche, Marcaolo Ibadé, le nouvel appelé en équipe de France qui remplace Wesley Fofana, le défenseur central de Chelsea. À gauche, à droite, Carmona. En milieu de terrain, Agoumé en 6, Sambilo Konga et Juanlu Sanchez en 8 dans ce 4-3-3. Et devant, Ejouké à gauche, Luque Bacchio à droite et Romero en pointe. Et du côté de Michel Sanchez Munoz, on avait Pedro Gazzaniga dans ses cages, Gutiérrez toujours là, Daleblin, Lopez et Frances pour la défense. Un milieu de terrain à 3 avec Oriol Romeu, Martin, donc Oriol Romeu, un ancien du Barça, Martin et Yangel Herrera. Le terrain ensuite, on avait Brian Gil à gauche, Tsigankov toujours là à droite et Abel Ruiz qui remplace Dovbik parti à la Roma en pointe de l'attaque. Au niveau statistique, très équilibré, c'est quasiment du 50-50. 16 tirs à 11, donc un manque d'efficacité côté de Séville, 5 tirs cadrés à 4. On continue à faire défiler les stats. Au niveau des duels gagnés, on est à égalité, 14 fautes à 6, 3 cartons jaunes à 2. Ensuite, on passe à un match nul 0-0 entre Retafe et la Real Sociedad, avec donc le Retafe de José Bordalas, avec Soria dans ses cages, Rico à gauche, Alderete, Gene pour la défense centrale, Iglesias à droite,
Aberdeen et Mila pour le milieu de terrain, Sola, Uche et Perez Sayola, Carlos Perez Sayola à droite et devant Ildirim pour l'attaque. Et du côté de Emmanuel Alguacil, on avait Alex Remiro dans ses cages, Aramburu à gauche, Ismaël Traoré à droite, Zubeldia Pacheco en centrale. Au milieu de terrain, on avait Takefusa Kubo à droite, Sergio Gomez à gauche, Torrentes en milieu de terrain accompagné de Martin Subimendi. Et ensuite, on avait donc Brahim Mendes en 9,5 juste derrière Oumar Sadik. Notez voilà les entrées de Barrenechea. Rien de plus pour ce match au niveau des statistiques. Voilà, c'est très, voilà, la position est aussi très équilibrée. 16 tirs à 1, donc franchement une équipe de la Real Sociedad qui a vraiment pas proposé de jeu. On pensait plus que ce serait l'équipe de José Bordalas qui proposait pas de jeu, mais voilà, 16 tirs à 1, c'est vraiment pas beaucoup. Mais voilà, un seul tir cadré en 16 tirs pour cette équipe de Retafe, c'est beaucoup trop peu pour espérer marquer. Voilà. Et enfin, on passe sur le dernier match de cette journée avec le Real Madrid et le doublé de l'attaque en français Kylian Mbappé. Ses premiers buts en Liga sous les couleurs du Real Madrid, 67e et sur pénalty à la 75e, qui permet donc au Real Madrid d'offrir la victoire au Betis. Mbappé du côté de Carlo Ancelotti, grosse équipe, un Thibaut Courtois dans ses cages, Ferland Mendy à gauche, qui est sorti. Et qui est d'ailleurs remplacé par Lucas Digne en équipe de France, parce qu'il est blessé. Ferland Mendy, Rudiger et Militao en défense centrale, Dani Carvajal, le capitaine, à droite. Au milieu de terrain, Ceballos à la place, qui était titulaire à la place de Modric, ça c'était une surprise. Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni, puisque également pas de Jude Bellingham blessé. À gauche, Vinicius Junior, à droite, Rodrigo, et devant Kylian Mbappé seul en pointe. Et du côté de Manuel Pellegrini du Betis, belle équipe aussi du côté du Betis, qui n'a plus Nabil Fekir parti au Moyen-Orient, avec donc Rui Silva dans ses cages, à gauche Romain Perraud, Nathan Llorente en défense centrale, Youssouf Savali à droite, Marc Roca et William Carvalho en milieu défensif, Abdel Zalzouli à gauche, Sanchez à droite, Pablo Fornals en 10 et Rubal en pointe de cette attaque du Real Madrid. Et donc le statistique, voilà, 60% de possession à 40, 22 tirs à 11, 7 tirs cadrés à 2. Voilà, on fait diffuser les stats, 60 de Liani contre 43, 17 fautes à 9. Et donc voilà, on va terminer donc ce championnat de la Liga par le classement, avec donc le Barça, seule équipe à avoir fait 4 victoires en 4 matchs, 12 points, suivi par 3 équipes à 8 points, le Real Madrid, l'Atlético Madrid et Villarreal, avec donc 8 points. Ensuite, 3 équipes à 7 points, donc de la 5 à la 7e place, on a Girona, Alaves et Osasuna à 7 points. À la 8e place, c'est le Celta Vigo avec 6 points. Ensuite, 2 équipes à 5 points, Leganés, Mallorca, 9 et 10e. Ensuite, 4 équipes. Oui, c'est 4 équipes à 4 points, le Rayo Vallecano, l'Athletic Bilbao, la Real Sociedad et l'Espagnol de Barcelone. Tous à 4 points, donc de la 11e à la 14e place. Ensuite, Retafe j'ai oublié Valladolid, donc 15e également avec 4 points. Et enfin, Retafe 16e avec seulement 3 points. Le Betis 17e avec 2 points. Las Palmas également à 2 points. Séville donc avant-dernier avec 2 points. Et Valence dernier avec un seul point. Donc voilà, c'est tout pour cette 4e journée de Liga. Donc voilà, maintenant on va passer à un 3e championnat qui est la Serie A. Et on va commencer par le premier match du vendredi avec Venise contre Torino, avec une victoire 1-0 du Torino, but à la 86e. Voilà, il faut que j'avance un peu plus vite parce que je vois le temps qui défile. Donc on a Eusebio Di Stefano avec son équipe donc, de Venise, Joronen dans les cages, Zverko, Zbodanao, Ise en charnière centrale, Zampano à gauche dans ce 3-4-2-1, Nicolescu,
Duncan en centrale, Candela à droite et donc dans le trio d'attaque, Oristagno, Ellerson et Poyampalo. Voilà le capitaine. Et du côté du Torino de Polo Vanoli, on avait Milenkovic Savic dans les cages, Massina, Coco, Vojvoda en centrale à 3, Borna Sosa à gauche, Valentin Lazzaro à, Valentin Lazzaro à droite, Ivanovic, Linetti et Samuel Ricci pour le milieu à 3 et devant deux attaquants, Che Adams et Duvan Zapata. Je vais vous faire défiler un petit peu les stats. Voilà. Vous avez la possession, le nombre de passes. N'hésitez pas à faire pause s'il y a une stat qui vous intéresse en particulier. Voilà, je ne peux pas commenter toutes les stats, mais en tout cas, bah, si ça peut vous intéresser, faites pause si vous voulez voir des stats. Donc voilà. On va donc passer au deuxième rencontre. C'était l'Inter Milan qui affrontait l'Atalanta Bergame. Premier gros choc de cette journée, avec donc l'Inter qui a fait qu'une bouchée de l'Atalanta Bergame, victoire 4-0, un premier but contre son cadre de Jim City à la 3e, un but de Barella à la 10e, et un doublé ensuite de Kefren, non, de Marcus Thuram à la 47e et à la 56e minute. Donc voilà, on avait du côté de l'Inter de Simone Inzaghi, Yann Sommer dans la cage, la défense à 3, Pavard, Acerbi, Bastoni, à gauche Di Marco, à droite Darmian, et dans l'axe Çalhanoğlu, Henrik Mkhitaryan et Nicolo Barella, et devant Lautaro Martinez le capitaine et Marcus Thuram. Et du côté de Gianpiero Gasperini et de l'Atalanta, équipe qui a remporté la Ligue Europa la saison dernière, on avait Carnesecchi dans les cages, Ruggeri, Jim City et Martin de Roon le capitaine dans la défense centrale à 3, Davide Zappacosta à gauche, Raúl Benalova en piston droit, Pasalic, Ederson en milieu de terrain, Brescianini et Lucas Samardžić, les nouvelles recrues en provenant de l'Udinese dans l'axe derrière et juste derrière Matteo Retegui. Je vous fais défiler un petit peu les stats de ce match, les stats un peu plus détaillées, voilà. À noter également, je ne l'ai pas dit, mais l'entrée du côté de l'Atalanta Bergame de Ketelaere qui était pressenti pour être titulaire et qui finalement est rentré en jeu. Ensuite, troisième match du côté de Bologne, avec donc un match même partout, but à la 2e de Fabian et égalisation directement sur engagement de Gyasi pour Empoli. Voilà, Vincenzo Italiano et cette équipe de Bologne qui est en Ligue des Champions avec Skorupski dans les cages, Miranda à gauche, Lucchini, Bekema en défense centrale, Poch à droite, Moro, Fabian et Raymond Freuler au milieu de terrain, Carlson, Orsolini à droite, le capitaine et Castro dans l'axe. Et du côté de Empoli et de Roberto D'Aversa, on avait Vasquez dans les cages, Viti, Ismaili et Goklice, pardon pour la prononciation également. Donc dans cette défense à 3, à gauche on avait Pezzella et Gyasi pour les pistons, Henderson, Grassi le capitaine pour le milieu à 2, et donc dans ce trio offensif, Solbakken, Fazzini et Colombo pour cette équipe d'Empoli, donc ce trio d'attaque. Voilà un petit peu les statistiques de ce match. Donc voilà, domination outrageuse de Bologne, et pourtant ils ont eu ce moment dit d'intention. On le dit souvent que dans des matchs 5 minutes après un but ou après un retour de la mi-temps ou en début de match, il faut faire attention. Mais là, Bologne s'est fait piéger. Du côté de Lecce maintenant. Pardon. Donc voilà, du côté de Lecce, Krastovic a permis à Lecce de s'imposer 1-0 contre Cagliari. Donc cette équipe de Lecce a aligné Falcon dans ses cages, Gallo en défenseur gauche, Bacirotto le capitaine en défense centrale avec Gaspard, et à droite Freddy Gilbert, l'ancien Strasbourgeois, Ramadani et Pierre dans ce cas de 3-1 en numéro 6, Dorjou
Banda sur les côtés. Dorju d'ailleurs qui a pris un rouge, j'ai oublié de le signaler, à la 45e. Dorju a pris un carton rouge. Rémi Houdin, l'ancien Bordelais, en 10 et Kristovic dans l'axe de l'attaque. Ensuite, cette équipe de Cagliari de Davide Nicola. On avait Stoffer dans les cages, une défense entre Luperto, Yeremina, Zappa. À droite, Azzi. À gauche, Aguelo. Dans l'axe, pour les pistons, Aguelo, le capitaine. Deiola, Prati et Razvan Marine pour les trois milieux de terrain. Et devant les deux pointes, Piccoli et Luvumbo. Voilà. Cette équipe de Cagliari. Donc voilà, je vous passe les stats également. On peut voir encore une fois une très grosse possession de Cagliari. Et pourtant, Lecce s'en sort pas si mal en contre avec 17 tirs. Voilà, comme je le dis. N'hésitez surtout pas à faire pause s'il y a une stat en particulier qui vous intéresse ou que vous êtes fan de l'une de ces deux équipes. Du côté de Naples, doublé non. Un but de Parma à la 19e sur pénalty de Boni et une victoire dans les arrêts de jeu pour les Napolitains d'Antonio Conte avec un but de Lukaku à la 92e et de André-Franck Zambo Anguissa à la 96e. Donc voilà, et donc du côté de Naples, on avait cette équipe d'Antonio Conte en 3-4-2-1 avec Meret dans ses cages, Buongiorno en défense centrale avec Ramani et Giovanni Di Lorenzo. Ensuite à gauche on avait Manuel Oliveira. À droite Mazzocchi. En milieu de terrain André-Franck Zamboanguissa et Stanislav Lobotka, le joueur que l'on a visé lors de la toute première vidéo sur la chaîne YouTube. Et enfin Politano en 10 accompagné de Gvisha Kvaratskhelia. Qui sont plus des joueurs qui vont aussi partir du côté pour rentrer dans l'axe, que ce soit Politano ou Kvaratskhelia. Et devant, Giacomo Raspadori. Du côté de Parme et de Fabio Peccia, on avait Suzuki dans les cages qui a d'abord pris un carton rouge, le gardien. Le gardien a pris un carton rouge. Yann Valéry qui à gauche, Circati et Balog en défense centrale. Koulibaly à gauche. Somme, Bernabé en milieu de terrain dans ce 80, Valentin Miahila à gauche, Denisman à droite, Kowalski dans l'axe et Boni en milieu, en point de l'attaque. Donc voilà, on peut regarder les stats s'il y en a qui sont intéressés par le Naples de Antonio Conte. À noter l'entrée de David Neres à la place de Politano. Après, sinon, pas d'autres. Moi, ça m'intéresse vraiment cette équipe de Antonio Conte. Bon, malheureusement, je ne peux pas avoir l'image de Serie A, donc c'est un peu dommage parce que voilà, il n'y a pas pour l'instant de diffuseur en France. Mais voilà, cette équipe du Napoli m'intéresse beaucoup, notamment grâce à Stanislav Lobotka. J'ai envie vraiment de suivre son évolution cette saison sous Antonio Conte. Et donc là, on passe au deuxième choc de cette journée de Serie A après l'Inter-Atalanta. C'est Lazio AC Milan. L'AC Milan, toujours pas de victoire cette saison sous Paolo Fonseca, avec ce 2-2 face à la Lazio, avec un but, premier but de Pavlovic à la 8e, deux buts ensuite, un but de Castellanos à la 62e pour Lazio et Boulaïdia qui donne l'avantage à la Lazio à la 66e et Rafael Leao à la 72e qui égalise pour l'AC Milan, 2 partout. Donc voilà, Marco Boroni avec cette équipe, Provedel dans les cages, Nuno Tavares à gauche, Romagnoli dans l'axe avec Patrick, Manuel Lazzari à droite, Nicolo Rouvet, Matteo Gendouzi, le français, appelé d'ailleurs par Didier Deschamps pour remplacer, je ne sais plus qui c'est qui remplace au milieu de terrain, je crois que c'est Youssouf Fofana, non non, je ne sais plus qui c'est qui remplace. Ensuite, dans ce cas de 3, donc Zagani à gauche, Chaouna à droite, Boulaïdia en 10, position assez spéciale pour Boulaïdia, et Valentin Castellanos devant. Du côté de Paolo Fonseca, un 4-2-3, un classique avec Mike Maignan dans ses cages, Terracciano à gauche, Emerson à droite, une défense Pavlovic, Tomori, capitaine d'ailleurs Tomori. Ensuite, les deux milieux de terrain, Youssouf Fofana et Tijani Reinders pour le double pivot. À gauche, Christian Putic, à droite, Chukwueze. En numéro 10, Ruben Loftus-Cheek et devant
Noix Okafor. Est-ce qu'il y a des changements à signaler? Taïm Abraham est rentré. Voilà, l'entrée également de Raphaël Leao. Et donc voilà, on va passer donc aux statistiques. Voilà. Je fais défiler pour que vous ayez le temps de lire, mais n'hésitez pas à vous arrêter de ça. Et si voilà, vous voulez me parler de quelque chose dans les commentaires aussi, n'hésitez pas, hein. Je suis là pour répondre à la moindre de vos questions. Donc ensuite, voilà, donc du côté de l'Hellas Vérone et du Genoa, l'Hellas Vérone s'impose 2-0. Donc voilà, un but de Tchatchaou à la 55e et Ternstedt, l'ancien de Benfica, à la 64e. Pour Alberto Gilardino et le Genoa, c'est Pierluigi Golini dans ses catchs, Vogliaccio, De Winter et Vasquez dans l'axe, Sabelli à gauche, Martin Caricol à gauche et Sabelli à droite, pardon. Au milieu de terrain, Badelj, Frendrup et Messias, donc dans ce milieu à 3, et devant Pinamonti et Vitinha, l'ancien Marseillais. Et du côté de l'Hellas Vérone et de Paolo Zanetti, Montipo dans ses cages, une défense à 3 frises, Coppola, Dawintowski, excusez-moi pour tous les Polonais, Dario Lazovic, le capitaine, piston gauche, Tchao à droite, piston droit, Belayan au milieu de terrain avec Douda, et le trio offensif, Souslov, Aroui était en tête devant. Ruslan Magnowski est rentré lui aussi, l'ancien Marseillais, Bradaric, l'ancien Lillois. Donc voilà, rien d'autre à signaler. Voilà, les stats équipes. On fait défiler tout ça. Ensuite, donc, le match entre la Fiorentina et Monza. Donc, remonter un petit peu de la Fiorentina, puisque Monza menait 2-0 par Djuric et Daniele Maldini, le fils de Paolo Maldini. Donc voilà, il menait 2-0 juste avant la mi-temps, puisque Moiskin a réduit l'écart à la 45e minute, juste avant la mi-temps, et Gosens a égalisé à la toute dernière action du match, voilà, à la 96e minute de jeu. Égalisation de la Fiorentina. Donc voilà, du côté de Palladino, Raffaele Palladino, et de la Fiorentina, toujours aussi une défense à 3 pour les deux équipes. C'est la même qu'on pour les deux équipes, avec Biraghi, le capitaine, Ranieri et Komudzu en charnière, Gossens le buteur à gauche, Dodo à droite, Mandragora Cataldi dans l'axe, Colpani justement, l'ancien de Monza, et Luca Beltran en 10, juste derrière Moiskin, le buteur en pointe. Et du côté de Alessandro Nesta, la grande légende italienne, on avait Turati dans l'axe, Carboni en défense centrale avec Marie Villard et Izzo, Pablo Mari. Donc du coup, à gauche, on avait Chiarakopoulos, le grec, et Pereira à droite. Au milieu, Bondo et Matteo Pessina. Et donc ce trio d'attaquants, Daniele Madini, le buteur, Caprari et Djuric. Voilà, Christian Comé est rentré, Yacine Adli est rentré, Jonathan Koné est rentré pour les Français. Et après, sinon, rien d'autre. David Herrera, lui, pour le coup, n'a pas joué pour l'instant. Lui qui a été recruté par la Fiorentina libre après un an sans club. On fait défiler les stats. Et voilà, donc troisième choc de nouveau de cette journée entre la Juventus et la Roma. Match qui s'est disputé donc dimanche soir à 20h45 avec donc un 0-0. Du côté de la Juve, on avait Thiago Motta dans les cages de Thiago Motta. Pour Thiago Motta, on avait Manuel Di Gregorio, Cabal à gauche, Bremer, Gatti, le capitaine dans l'axe, Savona à droite, Manuel Locatelli et Nicolo Fagioli dans l'axe du milieu de terrain. À gauche, Mbangula, à droite, Cambiasso, en 10, Kenan Yıldız, le turc, et devant Dusan Vlahovic.
Et du côté de Daniele De Rossi, de cette Roma qui est très très intéressante, cette équipe de la Roma est vraiment une des équipes à suivre cette saison au niveau du recrutement, à voir si ça prendra sur le terrain. Mais Svilar dans ses cages, à gauche Angelino, euh, dans l'axe Evan Ndika, Gabriele Mancini avec lui, Celik à droite, Pellegrini et Pessilli, le jeune Pessilli pour le double pivot, le capitaine Luca Pellegrini pour l'aider. À gauche, Salim Ekers, à droite, Brian Cristante, Andis Mathias Soulé, l'ancienne justement de la Juve, et devant Artem Dovbyk, l'Ukrainien. Et on notait donc l'entrée en jeu de Paulo Dybala, de Cook Miners, également nouvelle recrue de Francisco Conceição. Donc voilà seulement. Pour l'instant, on n'a pas encore eu les entrées de Abdulhamid, qui est également une recrue. On va regarder au niveau des stats. Voilà. C'est un match vraiment entre deux grosses équipes de ce championnat. Que voilà. Et enfin, le dernier match de cette journée, c'est également une équipe que j'ai hâte de pouvoir suivre quand les matchs seront diffusés en France. C'est l'équipe de l'Udinese qui jouait face à cette équipe de Como. Cette équipe de Como entraînée par Cesc Fabregas en victoire 0, but de Bremer à la 43e. Mais voilà pourquoi cette équipe de l'Udinese est aussi intéressante. Et encore là, il n'y a pas encore tout le monde. Costa Runjaic et le coach, donc Okaye dans ses cages. Une défense à droite, Giannetti, Bilo et Cabacel en défense centrale. À gauche, donc en piston gauche, Zemmoura, à droite, Eyunzbu. Au milieu de terrain, Karlstrom et Lovric pour les deux au milieu de terrain. Brenner, le buteur, et Florian Thauvin, capitaine, avec le numéro 10 et Lorenzo Luca devant. À noter également qu'il n'y avait pas Alexis Sanchez dans cette équipe, voilà, même pas sur le banc. Donc voilà, c'est ça que je disais qu'il manquait un joueur, c'est qu'Alexis Sanchez n'est pas encore là. Pourquoi je n'ai pas l'information? Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc du côté de cette équipe promue de Como, entraînée par Cesc Fabregas, on avait Pepe Reina dans ses cages, Alberto Moreno pardon, excusez-moi, à gauche, Kempf et Docena dans l'axe, Jovine, le capitaine, à droite, Luca D'Acunha, le français, à gauche, dans ce cas de 3, Pelorone, Mazzitelli pour les deux au milieu de terrain, et Strefezza à droite, et devant Patrick Cutrone qui a raté un penalty à la 90e, la dernière action de ce match. Il a raté un penalty, et Andrea Bellotti. Ensuite, voilà, sur le banc, Sergio Roberto est rentré, Nico Paz est rentré également en scène du Real. Voilà. Et également pas de Raphaël Varane. Bon, lui, c'était déjà pressenti, mais voilà. Et donc maintenant, on va passer au classement. Avec 4 équipes à 7 points, l'Inter Milan, la Juventus, le Torino et l'Udinese. Donc voilà, l'Udinese et le Torino qui font vraiment un bon début de saison. Ensuite, à 6 points, l'Hellas Vérone et le Napoli, 5 et 6. À 5 points et seul 7e, le Empoli. Ensuite, à 4 points, on a 3 équipes. On a la Lazio, Parme et le Genoa qui sont donc 8, 9 et 10. À 3 points, on a 3 équipes, la Fiorentina, Atalanta, Bergame et Lecce. À 2 points, on a donc l'AC Milan, début de saison difficile pour l'AC Milan. Monza, la Roma aussi, début de saison difficile, on l'a dit, il faut le temps que toutes les recrues prennent. Cagliari à 2 points également. Et Bologne également avec 2 points. Eux qui auront la Ligue des Champions à jouer dans quelques semaines. Et du côté des deux derniers, donc Venise et Como, voilà les deux promus qui sont aux dernières places. Attention, me voilà de retour, désolé, j'ai eu une petite coupure, j'espère que ça n'impactera pas la vidéo. Donc on reprend, donc on va passer maintenant à la Bundesliga, avec donc pour commencer le match du 30 août du vendredi, avec donc l'Union Berlin face à St. Pauli. Victoire 1-0 de l'Union Berlin, but de Oleg Bach à la 34e. Donc l'équipe de Bo Svensson de l'Union Berlin avec Renault dans ses cages. À gauche, non, dans la défense à 3, donc centrale gauche Diego Leite, Vogt et Duki. Piston gauche cette fois-ci Rote, et à droite Haberer. Au milieu de terrain Rani Kedira
et Luka Touzard. Ensuite, dans les deux milieux de terrain offensifs, Hollerbach, donc le buteur, et Vertessen, et devant Jordan Siebatcheux. Du côté de Alexandre Blessing et de Sampaoli, Sive Vaslic, Metz en défense centrale, Smith et Wolf, ou Walsh, je sais pas comment ça se prononce pour la défense à 3, Klitsa à gauche, Treux à droite en piston, Irvine en 6, Metcalfe et Wagner en 8, et devant Guilavogui et Eggestein. Donc voilà. Donc voilà, on regarde un petit peu les statistiques si vous voulez. Tac, 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 tac. Comme d'habitude, je vous laisse faire pause si vous voulez regarder quelque chose en particulier. Voilà. Donc maintenant, match du Borussia Dortmund 0-0, mais attention, un carton rouge de double jaune de Nicolas Schlotterbeck avec un jaune à la 53e et un deuxième jaune à la 73e qui a entraîné directement le carton rouge. C'est dommage pour Schlotterbeck qui devrait être le patron cette saison de la défense après le départ de Mats Hummels, mais bon, pour l'instant, voilà, il joue à gauche. Donc du côté du Werder de Brême, de Ole Werner, Zetterer dans les cages, une défense centrale, donc une défense centrale, Jung, Freidel, le capitaine, et Niklas Stark, le troisième central, à gauche dans piston Agou, à droite Weiser, au milieu de terrain Linus en 6, Stage et Schmidt un peu plus haut en 8, et devant les deux buteurs, on avait Dukes et Niemann. Et du côté de Nouri Sahin et de cette équipe de Dortmund, on a donc Kobel dans ses cages, à gauche Nicolas Schlotterbeck, carton rouge, Niklas Soule et Anton, la nouvelle recrue, dans l'axe, Ryerson à droite, au milieu de terrain le capitaine Emre Can dans ce cas de 3-1 avec Pascal Gross, à gauche Bino Gittens, à droite Marcel Sabitzer en 10, Jouen Brandt, et devant Maximilian Bayer. Donc on va passer maintenant à ce match entre l'Eintracht Francfort et Hoffenheim. Donc victoire 3 de l'Eintracht Francfort avec tout d'abord un but de Hugo Ekitike à la 24e, Hugo Larsson à la 33e et Marmouche à la 56e et réduction d'écart à la 54e de Hoffenheim par Kramaric. Donc du côté de Francfort, on avait dans les cages Kevin Trapp, de nouveau une défense à 3, beaucoup de défense à 3 cette semaine pour les matchs, que ce soit en Serie A, que ce soit en Liga et en Bundesliga. Donc Arthur Theat, Robin Knoke, Tuta dans la défense, Nielsen Kunku, l'ancien Stéphanois, à gauche, piston gauche, Christensen à droite. Au milieu de terrain, Elias Skiri et Larsson, le buteur justement. Et devant, Mario Götze à gauche, à droite, Marmouche à gauche et Hugo Ekitike seul en pointe. Et du côté de l'Eintracht Francfort et de Pellegrino Matarazzo, de nouveau une défense à 3 avec Baumann dans ses cages, le capitaine, Akpo Gouma, Stach et Drexler en défense centrale à 3, Pras à gauche, Kaderabek à droite, au milieu de terrain Geiger et Promel, en 10 Kramaric et devant Butler et Adam Loschek prêté par le Bayer Leverkusen. Au niveau des statistiques, voilà, je fais défiler comme d'habitude. Voilà, pour que vous ayez bien le temps si vous voulez prendre une capture d'écran ou si vous voulez faire pause ça, comme vous voulez. Donc voilà. Ensuite on passe donc au match entre Stuttgart et Mayence.
Donc entre Stuttgart et Mayence, match très spectaculaire, 3 partout. Avec tout d'abord un premier but à la 8e de Enzo Milo, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Et les Wheeling à la 15e. Réduction d'écart sur pénalty de Amiri pour Mayence. Et égalisation de Burghardt à la 61e pour Mayence. Fabian Rieder, le Suisse et l'ancien René qui a redonné l'avantage à cette équipe de Stuttgart qui est à 88e et qui pense avoir donné un avantage définitif. Mais malheureusement à la 94e donc à la 94e, Leichtes a permis à Mayence sur la dernière action de s'imposer, de faire match nul dans ce match et d'aller chercher ce point si précieux et tellement inespéré après le but de Fabian Rieder. Ensuite, du côté de Stuttgart et de son ancien Sébastien Hoeneß, on avait Alexander Nubel dans ses cages, Middletet à gauche, Chabot en centrale, Chase, donc voilà ces deux-là qui apprennent à jouer cette saison ensemble puisque les deux défenseurs centraux de la saison dernière de Stuttgart ont été vendus, que ce soit Ito ou Anton. Ensuite Stenzel à droite, au milieu de terrain Stiller, Karatzoz. Ensuite pour les trois offensifs juste derrière Denis Undav, on a les Wheeling, Chris Furich et Enzo Milo. Et donc voilà, on l'a dit, Denis Undav en pointe. Et donc du côté de Mayence et de Bo Henriksen, on repart de nouveau sur une défense à 3 avec Zettner dans ses cages, Hans Olsen, Bell et Knorr en centrale à 3, Moine à gauche, Anthony Sassi ou Cassi comme vous voulez à droite, Nadiem Amiri, l'ancien de Leverkusen, et Sano forment le duo au milieu de terrain, Lee et Hong forment le duo sous Burghardt le capitaine. Voilà, on va regarder les statistiques. C'est pas rien. Si vous avez l'occasion de suivre la Bundesliga, cette équipe de Stuttgart est une très très belle équipe à suivre, avec notamment Denis Undav, Enzo Milo, Chris Furich. C'est vraiment des joueurs qui sont à suivre. Vraiment. Voilà. Ensuite, on va passer entre ce match entre Bochum et le Borussia Mönchengladbach. Bochum s'est incliné sur sa pelouse face au Borussia Mönchengladbach, défaite 2-0. Un but à la 68e de Klenstenst et un but à la 68e de l'ancien brestois Frank Honora. Donc pour Peter Zeilder, du côté de Bochum, Drewes, Vitek en défenseur gauche, Mazovic et Medik, Jakub Medik en défense centrale, Paslak à droite, en 6, Sissoko sur les côtés dans cette espèce de 4-4-2 en losange. On avait Béraud et Losilia, le capitaine, Dani De Witt en 10 et devant Hoffmann et Broniski. Du côté de Gerardo Soane et de Mönchengladbach, on avait Omlin, le capitaine dans ses cages. À gauche, Luka Netz. En défense centrale, Itakura Elvedi. Joe Scali en défenseur droit. Au milieu de terrain, dans le 4-2-3, on avait Weigel et Sander. À gauche du quatuor offensif, on avait Alassane Plea à gauche Alassane Plea, à droite Franck Honora, duo français. Stoger en 10 et donc Glenn Diest, le buteur, le premier buteur de ce match en pointe. On fait défiler un petit peu les statistiques. Voilà, excusez-moi, pardon. Voilà, petite erreur. Donc on part du côté de Holstein Kiel et du Holstein Kiel Stadium à Kiel, où Wolfsburg est allé chercher une victoire 2-1 avec un but de Maximilian Arnold et un but de Bornau, le défenseur central. Donc du côté d'Holstein Kiel de Marcel Rapp, on avait Weiner dans ses cages, à droite Komeda, ensuite Eras, Johnson et Baker en défense. On avait à gauche dans ce 4-4-2 Bernhardsson, Kudnes,
Holby, le capitaine, et Porat le ailier droit, devant Machino et Pickler. Pickler, voilà, devant pour ce duo d'attaquants. Et du côté de Ralph Hasenhüttl, on avait dans les cages Grabara, à gauche de la défense Kaminski, en centrale Zeziker, pardon, je ne sais pas comment ça se prononce, Borno le Suisse, et Fischer à droite. Ensuite, on avait donc en milieu défensif Svanberg, Maximilian Arnold, donc le capitaine, et le quatuor offensif Thomas, Lovro-Majeur en 10, Ridgel Baku à droite, et Patrick Wimmer en pointe de cette attaque. On fait défiler les statistiques. Voilà. Et on va donc passer au gros choc de cette journée et à la surprise de cette journée. Le Bayer Leverkusen perd pour la première fois depuis plus d'un an. Voilà, puisqu'à son an, ils avaient fini invaincus la saison. Ils perdent enfin un match. Et c'était pas dans leurs habitudes en tout cas de perdre ce genre de match, puisqu'ils menaient 2-0 juste avant la mi-temps. Ils menaient 2-0 et voilà. Donc voilà, par un but de Jérémy Frimpong, donc les deux pistons ont été décisifs. Jérémy Frimpong, buteur à la 38e, et Grimaldo, buteur à la 45e plus 1. Une réduction de l'écart de Kevin Campbell à la 45 plus 7 fait rentrer le Bayer Leverkusen à la pause avec un but d'avance. Et là voilà, le doublé de Loïs Openda, la remontada comme vous voulez, pour Leipzig 57e et 79e, qui permet donc à Leipzig de faire tomber le champion, le Bayer Leverkusen, invaincu la saison dernière en championnat. Donc l'équipe de Xabi Alonso alignée Kovar dans ses cages, Hincapié, Jonathan Tapsoba, voilà, cette équipe vous la connaissez à peu près puisque on en a beaucoup entendu parler la saison dernière. Ensuite à gauche Grimaldo, piston gauche, piston droit Jérémy Frimpong, Chaka dans l'axe, accompagné cette fois-ci de Alexis Garcia, l'ancien de Girone. Martin Terrier, lui aussi nouvelle recrue en 10 avec Florian Wirtz et Victor Boniface devant. Donc encore une défense à 3. Et on enchaîne sur une nouvelle défense à 3 avec donc cette équipe de Marco Rose de Leipzig avec El Shaddai Bichiabou, le défenseur central gauche, Lou Kepa en centrale au milieu et à côté de lui Klosterman central droit. Donc dans une défense à 3 en piston, on avait David Rome et Benjamin Heinrich. Au milieu de terrain, Kevin Campbell, Aïdara et Xavi Simons, et devant Loïs Openda et Benjamin Sesko. Passer au stade du match. Donc voilà, la possession, on la voit, elle est largement en faveur de cette équipe de Leverkusen. Et en même temps, c'est l'une des marques de fabrique de ce Leverkusen de Xabi Alonso. Voilà, et enfin, on va passer donc au dernier match du dimanche avec la bonne surprise de la saison dernière qui continue. Heidenheim, c'est une équipe aussi qui joue très très bien au foot et qui s'est imposée à domicile 4-0 face à Augsbourg avec un but de Warner à la 9e, Cienza à la 30e, Beck à la 69e et Brunic à la 73e. Voilà, regardez cette équipe de Frank Schmidt avec Müller dans ses cages. À gauche de défense, Forenbach. En défense centrale, Meika et Kimber. À droite, Traoré. Au milieu de terrain, Maloney et Schnopper. Beck à droite, Cienza à gauche et Patrick Warner en 10 derrière Marvin Pieringer. Et du côté de Augsbourg et de Jess Torup, on avait donc Labrovic dans ses cages, une défense à 4, Giannakolis, Schlotterbeck, Gouelle et Pedersen. Ce 4-4-2 en losange, Breyopt était donc la pointe basse, Meyer et
que Batch voilà, au milieu de terrain et Jensen en 10 et derrière et donc devant pardon oula SND et Pietz qui étaient là. Voilà. Tac, 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 tac. On défile un petit peu les stats de ce match. Et on va passer donc au dernier match de cette journée de Bundesliga par le match du Grand Bayern Munich. Le Grand Bayern Munich record, hein, puisque c'est Thomas Müller sur ce match est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du Bayern Munich. Et il a encore marqué pour une nouvelle saison. Je crois que c'est voilà, c'est aussi un record, hein, le nombre de saisons consécutives en marquant au moins un but dans chaque saison, en tout cas pour le Bayern Munich. Avec donc Harry Kane, buteur à la 30e sur penalty, et Thomas Müller pour son record à la 77e minute de jeu. Donc cette équipe de Vincent Kompany, elle aussi a 3 défenseurs, avec le capitaine Manuel Neuer dans ses cages, Rafael Guerreiro en 10, Kim Min-jae en 10, Guerreiro en 10, oula, il est temps que la vidéo se termine. Guerreiro donc en centrale avec Kim Min-jae et Upamecano, à gauche, piston gauche, Matistel, surprise, Gnabry à droite, au milieu de terrain Kimish Pavlovic, et devant en 10 un peu, voilà, qui rentre un petit peu dans l'axe, Musiala et Michael Olise, et devant Harry Kane. Voilà, et on va passer donc à l'équipe de Fribourg et de Julian Schuster, avec Müller dans ses cages, Günther, Günther le capitaine à gauche, Lienhardt et Rosenfelder en centrale, Kluber à droite, Osterhag et Maximilian Eggestein en 6, Griffo à gauche, Ritsudoan à droite, Rolle en 10 derrière Adamou, le buteur de cette équipe de Fribourg. Voilà, on va regarder ici qu'avec un Bayern Munich dominant, c'était prévisible et c'est ce qui s'est passé, un Bayern Munich dominant. Pas forcément au niveau des tirs, hein, qui a voilà, face à une équipe de Fribourg qui s'est bien défendue. Voilà. Et avant qu'on passe au dernier championnat et le championnat que sûrement vous suivez tous, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à liker la vidéo, partager, abonner. C'est très très important pour donner de la force et pour me faire connaître. Voilà, je débute sur YouTube, donc tous les coups de pouce sont bons à prendre. Et donc enfin, on va passer à ce dernier championnat et cette troisième journée de Ligue 1 qui a commencé très très fort avec 7 buts et ce match entre l'Olympique Lyonnais et Strasbourg. Donc un but dès la deuxième minute de jeu de la recrue strasbourgeoise Nanassi. Une égalisation de Tolisso à la 42e. Et là, voilà, c'était voilà, un match plutôt fermé. Et en deuxième mi-temps, le match a complètement basculé dans autre chose de complètement surréaliste. Avec André Santos qui marque à la 48e. Emmanuel Emega qui marque à la 58e. Et franchement, moi j'ai regardé le match. Et au moment du troisième but pardon, de Manuel Emega, j'ai commencé vraiment à avoir peur pour cette équipe lyonnaise qui montrait des choses dans le jeu, mais cette équipe strasbourgeoise était vraiment, vraiment très, très solide. Et finalement, voilà, les Lyonnais m'ont fait mentir, puisqu'à la 61e, Maitland Niles marque le but du 3-2. Gift Orban, qui venait de rentrer en jeu quelques minutes auparavant, égalise à 3 partout à la 63e et il marque un doublé. Lui, le rejeté de cette équipe lyonnaise, il était à vendre lors de ce mercato. Et finalement, c'est lui qui sauve l'Olympique Lyonnais avec son doublé à la 72e devant un Groupama Stadium en feu. On va d'ailleurs regarder cette équipe de Pierre Sage avec également une 3-4-3. C'était, enfin, une défense à 3. C'était vraiment la composition de la journée, de cette journée, avec donc Luca Perry dans ses cages, une défense Niakate, Kaletakar et Clinton Mata, à gauche Abner Vinicius, à droite Ashley Maitland-Niles, au milieu de terrain Matic en 6, Tolisso Cacré en 8 et devant le duo que tout le monde attendait, Georges Mikotadze avec le numéro 69 et Alexandre Lacazette le capitaine. Et du côté de Liam Rosenior, on avait Carl Johnson dans ses cages, Abakar Silla, Seydousso et Guéladoué en défense centrale,
Nanassi et Bakwa sur les côtés en piston. Ismaël Doucouré et Audrey Santos en 6, enfin en 6-8 en tout cas au milieu de terrain. Diarra et Félix Le Maréchal en 10 et Emmanuel Emega en pointe. Voilà, on fait de nouveau défiler un petit peu les statistiques. Voilà. Des statistiques qui sont vraiment très intéressantes. Pour ceux qui ont vu le match, en tout cas, c'était vraiment un match très intéressant. Et on enchaîne avec un deuxième match avec deux équipes qui n'avaient pas pris un seul point sur les premières journées. C'était Brest contre Saint-Etienne. Brest qui recevait Saint-Etienne à Francis Leblay après la débâcle reçue par l'OM en match d'ouverture à Francis Leblay. Les Brestois se sont bien rattrapés en allant marquer 4 buts à la Saint-Etienne. Madi Camara, l'ancien Stéphanois, marque à la 10e. Romain Del Castillo à la 32e sur penalty. Ludovic Ajorc, premier but pour lui sous les couleurs brestoises à la 77e. Et Kenny Lala à la 84e également sur penalty. Voilà, gros succès des Brestois qui prennent donc 3 points et qui laissent les Verts en tout bas de classement avec 0 points. Vous verrez ça après. Donc du côté de Eric Roy et de son équipe, on avait Marco Bizot dans ces cas, Jordan Amavi. Encore un match compliqué de Jordan Amavi, même si ça a été mieux que les 2 premières journées. Mais voilà, les Brestois qui vont devoir jouer avec des champions et défendre avec Amavi sur le côté gauche, ça va être très compliqué. Julien Le Cardinal en centrale, Brennan Chardonnay le capitaine, Kenny Lala à droite, au milieu de terrain Hugo Magnetti, Romain Fèvre, première titularisation, et Madi Camara complète ce milieu de terrain. Et en attaque, Abdallah Sima à gauche, Romain El Castillo à droite et Ludovic Ajorc en pointe. Et donc du côté de Olivier Dalloglio et de Saint-Etienne, c'était Gauthier Larsson en sécage, Pierre Cornude à gauche, Younis Abdelhamid le capitaine avec Dylan Batoubin-Sika dans la charnière centrale, Ivan Masson à droite. Dans ce 4-4-2, on avait à gauche Mathieu Cafaro dans l'axe, Mathis Amougou, très bonne surprise de ce début de saison. Mathis Amougou, un très bon jeune joueur. À côté de lui, on avait Lamine Fomba et à droite, Aymen Eiki, le jeune lui aussi. Et devant, on avait Zuriko Davitashvili sous Sissoko, Ibrahim Sissoko, voilà, j'avais oublié son prénom. Voilà. Des statistiques voilà, que vous pouvez toujours voir qui sont très parlantes. 22 tirs à 6, c'est vraiment très dur pour cette équipe stéphanoise. Le dur retour à la Ligue 1 et à la réalité est difficile pour cette équipe stéphanoise. Bon, ensuite, on va passer de nouveau à un match avec beaucoup de buts, avec 4 buts également. C'est ce match entre Montpellier et Nantes. Donc Montpellier qui recevait Nantes et Nantes qui mène au score 1-0 par Mathis Sabline à la 24e. Égalisation de Accor Adams à la 30e. À la 45e, plus 7 minutes additionnelles, but de Modi Simon sur penalty pour une main. Montpellier dans la surface. Et à la 86e, Mostafa Mohamed entérine les derniers espoirs Montpellier et clôt le succès des Nantais qui font vraiment un très bon début de saison. Donc du côté de cette équipe de Michel Derzakarian, une équipe très compliquée côté Montpellier avec Benjamin Lecomte en gardien, une défense Silla en charnière centrale Sagnan, Biergo Meragic, à droite Falay Sako, au milieu de terrain dans le 4-2-3-1, on avait donc Joris Chota et Jordan Ferry. À gauche du 4-2-3-1, on avait Tanguy Koulibaly, à droite Moussa Altamari, en 10 le capitaine Teji Savani et devant le buteur nigérian Accor Adams. Ensuite, donc, pour cette équipe de Antoine Comboiré, cette équipe nantaise, on avait Alban Lafont dans les cages, Jean-Kévin Duverne à gauche, Nathan Zézé, Nicolas Palois en défense centrale, Marcus Coco à droite en défenseur droit. Au milieu de terrain, dans ce 4-2-3-1, on avait Jordan Lepenant et Chirivella, le capitaine, qui formaient donc le double pivot. Ensuite, on a eu Moses Simon à gauche et Thomas à droite. Tino Kadewere en 10 et Mathis Sabline en pointe, avec donc l'entrée, on l'a vu, de Mostafa Mohamed, buteur. On voit les statistiques. Une équipe qui a un peu mieux marché que face à Paris. Mais franchement, c'est toujours très compliqué cette équipe Montpellier-Rennes. Franchement, peut-être qu'il y aura une prochaine vidéo dans quelques jours, peut-être. Voilà. Sinon, on parlera peut-être de mes prédictions pour le championnat de Ligue 1 en faisant une tier list. Mais voilà, Montpellier, je suis vraiment pas optimiste pour eux.
Et on enchaîne donc avec le match du samedi 21h. Ce match qui a également donné 4 buts. Avec donc ce match entre Marseille et Toulouse. Marseille, les Toulousains qui avaient bien attaqué le match en faisant un très très bon pressing, mais qui, par le génie et le jeu très très rapide de l'OM sur cette situation, permet à Mason Greenwood de mener 1-0, enfin permet à Mason Greenwood de marquer son quatrième but déjà en championnat et de mener 3 buts à 1, et de mener 1-0 à la 16e. Dans la foulée, sur l'engagement, une énorme perte de balle sur un pressing marseillais, une perte de balle de Cresswell, récupérée sur une passe en retrait par Eli Wahi. Eli Wahi d'une talonnade qui transmet, il me semble que c'est à Luis Enrique, qui transmet lui également une touche à Mason Greenwood, et Mason Greenwood qui rend une touche va finir entre les jambes de Guillaume Rest pour le 2-0, et là le match se plie directement, surtout qu'à la 27e, donc 10 minutes après, Franck Magri écope d'un carton rouge pour un tacle au niveau du genou, alors que voilà, au niveau du genou c'était Geoffrey Kondogbia. Ensuite, au retour des vestiaires à la 52e, Cresswell, qui vit vraiment un match difficile face à Marseille, marque contre son camp. Une frappe de Luis Enrique qu'il contre de la main, et le ballon rentre quand même dans le but. Et si vous avez l'occasion de voir l'action, si vous l'avez vu, vraiment même les joueurs marseillais étaient surpris que le ballon rentre dans le but, puisque au moment de la frappe et que le ballon est touché par la main de Cresswell, les joueurs marseillais demandent une main en fait, et le ballon rentre dans le but et les joueurs marseillais ne comprennent pas ce qui se passe. Donc voilà. Et enfin, il y a la réduction de l'écart à la 90e sur une sortie ratée de Geronimo Rulli, le gardien marseillais. Un but de Babica à la 90e. On va donc rader cette équipe de Carles Martinez Novel avec Guillaume Red dans ses cages, une défense à 3, Cresswell, Nicolaisen et Mackenzie. À gauche, Harold Donum, à droite, Gabriel Soiseau. Et au milieu de terrain, Christian Caceres et Vincent Siro, le capitaine. Et devant, Yann Vaux, Zachary Bollal et Franck Magri, donc qui a coupé un carton rouge. Et donc du côté de Roberto De Zerbi et de l'OM, Geronimo Rulli dans ses cages, Quentin Merlin à gauche, Lilian Brassier et Derek Cornelius dans l'axe, puisque Leandro Balerdi est blessé. Et à droite, Amir Murillo. Au milieu de terrain, Pierre-Emile Hojbjerg était le capitaine du jour, accompagné de Geoffrey Kondogbia. À gauche du 4-2-3-1, Luis Enrique. À droite, le double buteur, Mason Greenwood, meilleur buteur d'ailleurs du championnat de Ligue 1. Et Amin Harit en 10, juste derrière, Eli Wahi, qui a encore eu du mal à la finition, mais qui est très présent dans le jeu. On va passer donc à la journée de dimanche, avec ce match un peu spécial entre Monaco et Lens, deux équipes qui étaient jusqu'alors à 6 points toutes les deux, et qui allaient chercher, et qui avaient pour objectif d'aller chercher ce 3 sur 3. Ce ne sera pas le cas malheureusement pour les deux équipes, puisque ça se solde par un match nul, un partout entre Lens et Monaco. Monaco qui ouvre le score à la 84e minute, alors que quelques minutes auparavant, Lens pensait avoir ouvert le score par la Bolascari, mais il s'était un tout petit peu emmené le ballon de la main. Donc voilà. Ce qui fait que quelques minutes après, Denis Zakaria marque. Et à la 94e, sur la dernière action, Frankowski marque sur penalty. Ce qui fait que Monaco et Lens sont donc à égalité sur ce match et au classement. Du côté de l'équipe de Monaco et de Adi Hutter, on a donc Philippe Keun dans ses cages, Ouattara à gauche, Mawissa Singo dans l'axe, Jordan Tézé à droite. Au milieu de terre, on a Denis Zakaria le capitaine et Magassa. À gauche du 4-2-3-1, on a Ilyes Ben Seguir, à droite Magnès Akliouche, Andis Takumi Minamino et devant Folarin Balogun. Et du côté du Lens de Will Steele, on avait donc Brice Samba dans ses cages, Facundo Medina, Kuzanov et Gradit pour la défense centrale, les trois défenseurs, Chavez piston gauche, Ruben Aguilar piston droit, Adrien Thomasson et Andy Diouf pour le milieu de terrain, Anes Zarouri en 10 et devant Wesley Saïd et Florian Sotoka. Donc voilà, on va regarder les statistiques. Prenez bien le temps de regarder les statistiques. Vous faites pause, voilà.
toute façon, à mon avis, cette vidéo va être très très longue. Je ne sais pas combien de temps elle va faire, mais en tout cas, elle fera plus d'une heure et demie, je pense. Ce sera souvent ça, hein, ces formats-là où on revient sur les 5 grands championnats et où on revient match par match. Ce sera souvent des vidéos très très longues. Donc, si vous n'avez pas le temps de la regarder en une fois, regardez-la en plusieurs fois. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Donc, du côté de Reims, Reims qui joue de nouveau un mauvais tour à Rennes avec une victoire 2-1 des Rémois face à Rennes. Pourtant, Léo Ostigard, nouvelle recrue, avait ouvert le score à la 13e. Et ensuite, on a donc eu Rounia Ito à la 41e, juste avant la mi-temps, qui a marqué l'égalisation. Et au retour des vestiaires, Oumar Diakité a donné un avantage qui sera donc définitif aux Rémois pour cette victoire de Reims. Donc, cette équipe de Luca Elster aligné dans ces cas. Jivan Diouf à gauche, Noah Sangui en défense, Emmanuel Agbadou capitaine et Johan Okomu, j'ai perdu son prénom Okomu, mais voilà, vous me le direz sûrement dans les commentaires. Et à droite, Aurelio Bouta. Au milieu de terrain, donc le milieu 1-3, Atangana, Fofana, qui avait d'ailleurs marqué un très joli but la semaine passée face à l'OM. Et donc Marshall Munetsi également dans ce milieu de terrain. Et donc l'attaque avec les deux japonais, Keito Nakamura et Rounia Ito, et devant Oumar Diakité. Pour cette équipe de Julien Stéphan et de Rennes, c'est un 4-4-2 avec Steve Mandanda, le capitaine, dans ses cages. À gauche, Adrien Truffert. Dans l'axe, Christopher Wu, qui est assigné, me semble, à l'Olympique Lyonnais, en prêt juste après ce match. Léo Ostigard, donc le buteur, on l'a dit. Hans Attebor à droite. Grondbeck à gauche. Ludovic Blas à droite. Au milieu de terrain, Matusiwa, l'ancien Rémois, Justin et Glenn Camara. Et devant, Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo. Voilà, on repasse de nouveau les statistiques. On peut voir que ça a été un match très très serré à Auguste Delaune, avec deux équipes qui ont en début de championnat le besoin de points. Et Reims, pour l'instant, joue plutôt bien et déjà à deux victoires face à deux grands concurrents à l'Europe, l'OM et Rennes. Du coup, une autre équipe aussi qui fait un beau début de saison, c'est Le Havre. Le Havre donc, qui s'impose 3-1 face à Auxerre, Auxerre le promu. Non, et pourtant, Auxerre avait ouvert le score sur un magnifique coup franc à la Toni Kroos. Voilà, c'est un peu le même coup franc que Toni Kroos avait mis à la Coupe du Monde 2018 pour éviter l'élimination à l'Allemagne. Voilà la 17e but. À la 23e, égalisation du Havre sur un contre son camp de Owuzu à la 23e. Rassoul Ndiaye à la 52e permet au Havre de passer devant. Et à la 98e, but sur pénalty de Touré sur pénalty, voilà. Et à noter donc le carton rouge de O'Ever à la 45e, double jaune, un jaune à la 14e et un jaune à la 45e qui entraîne ce carton rouge. Donc voilà, triste journée pour les Auxerrois. Donc ce Havre de Didi Digard avec Arthur Desmas dans ses cages, Gauthier Loris, Aruna Sangante et Yanis Salmi en défense centrale à 3, Aruna Sangante le capitaine. À gauche, Christopher Operi, piston. À droite, Loïc Nego, le piston droit. Au milieu de terrain, Touré et Oussam Targaline. Voilà, dans le milieu de terrain. À droite, Rassoul Ndiaye. À gauche, Yacine Keshta pour cette attaque. Et devant, Soumaré. Et pour l'équipe de Auxerre de Christophe Pellissier, on avait Donovan Léon à Calpe, Joli à gauche, Ocho et Joubal, le capitaine en centrale. Over, donc le joueur expulsé à droite. Owuzu, buteur contre son camp, et Raveloson en milieu de terrain. Sinayoko à gauche. Gaëtan Perrin, le buteur auxerrois, à droite. Andis Ahmed Traoré. Et devant Ber, le buteur auxerrois. On va donc de nouveau passer les statistiques. Tac. Super. Et donc on passe donc pour la première victoire niçoise de cette saison. Victoire 4-1 face aux Angevins. Angevins, c'est pareil, les Angevins vont vivre une saison très très longue, en espérant pour eux qu'ils ne revivent pas la même saison qu'ils avaient vécue
lors de leur dernier passage en Ligue 1 où ils avaient, je crois, fait 19 points. On espère pour eux que ce ne sera pas la même histoire, surtout pour les supporters qui ne veulent sûrement pas revivre une pareille saison. Donc voilà, ça a commencé très rapidement avec un but dès la 6e minute de Ndiaye Chimier pour Nice. Ensuite, 25e, Hichem Boudaoui marque le deuxième but. Ça se finira donc à 2-0 à la mi-temps. À la 67e, but sur pénalty de Abdelli à la 67e, je l'ai dit. Réduction de l'écart, donc 2-1 pour les Angevins. Evan Guessant ensuite ira de son doublé. But à la 72e et but à la 85e qui entérine le résultat niçois. Seul ombre au tableau pour les Niçois, c'est ce double jaune de Bombito, jaune à la 30e, jaune à la 65e qui entraîne un carton rouge. Il sera donc absent, je crois, contre l'Olympique de Marseille lors du prochain match au Vélodrome. Donc voilà. Du côté de Alexandre du jeu, on a eu Yaya Fofana dans ses cages, une défense à 3, Jordan Lefort, Cédric Woutonji et Bamba. À gauche, Ekomi, à droite, Arcus. Au milieu de terrain, Belkedim, Jean Odaoulou et Abdelli, le buteur sur penalty et capitaine. Et devant, Shérif et Farid El Melali. Et du côté niçois de Francaise, on avait donc Marcin Bouka dans ses cages, Dante le vétéran et capitaine, Ndiaye Chimier et Bombito. À gauche, on avait Melvin Bard. À droite, on avait donc l'ancien Marseillais qui retrouvera le Stade Vélodrome le week-end, pas le week-end prochain, mais lors de la prochaine journée de Ligue 1. Et au milieu de terrain, Tanguy Ndombele et Hichem Boudaoui. En 10, juste derrière deux attaquants, on avait Badreddine Bouanani et devant donc Evan Guessant, le double buteur, et Mohamed Ali Chaud. Oula, j'ai oublié de vous montrer les stats, pardon. Voilà les statistiques de la rencontre. Vous avez donc sur la droite les différents entrants. Youssoufa Moukoko, nouvelle recrue qui n'est pas rentré en jeu. On le verra peut-être lors du prochain match au Vélodrome. Donc voilà, et on passe donc à ce dernier match. C'est un match qui a fait beaucoup parler entre Lille et le Paris Saint-Germain. Donc Lille recevait le Paris Saint-Germain à Pierre-Mauroy. Et le Paris Saint-Germain donc, qui enchaîne, est seule équipe à enchaîner 3 victoires en autant de matchs cette saison, avec donc un premier but de Vitinha sur penalty. Tout de suite après, 3 minutes après, un but de Bradley Barcola, son 4e en Ligue 1. Il est donc 2e meilleur buteur du championnat derrière Mason Greenwood. Donc 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Réduction de l'écart de Zegrova à la 78e. Ensuite, ils ont eu un but refusé, les Lillois, en tout cas injustement refusé. Ils pensaient avoir égalisé. Et voilà, ce but refusé injustement change la fin de match puisque Randal Kolo Muani à la 92e minute termine le travail 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le hors-jeu sur le but de Thiago Santos, le latéral portugais, allez le voir et dites-moi si vous l'avez vu dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Voilà, n'écoutez pas ce que vous disent, voilà, juste vous regardez l'image et vous me donnez votre avis. Même si voilà, la LFP a tranché, le corps arbitral et tout ça a tranché et a dit une réponse que vous savez du coup, qui est hors-jeu. Vous, dites-moi ce que vous en pensez quand vous voyez les images. Donc en tout cas, du côté du Lille de Bruno Genesio, on avait Lucas Chouet dans ses cages, Bafodé Diakité, Namphalis Mendy, oui, c'est ça, il me semble. Non, Aïssa Mandi, non. Aïssa Mandi, pardon, et Alexandro en défense centrale à 3. À gauche, Goodmanson, piston gauche. À droite, Thiago Santos. Au milieu de terrain, Angel Gomez qui revenait sur les terrains après son énorme choc lors de la première journée. Et Benjamin André qui l'accompagne au milieu de terrain, le capitaine. Et devant le trio d'attaquants, Haroldsson, l'Islandais, Zegrova, le Kosovar. Et devant Mohamed Bayo. Donc voilà, et du côté de Luis Enrique, c'est une équipe en 4-3-3 avec Donnarumma dans ses cages, Lucas Beraldo à gauche, Pacho en défense centrale accompagné du capitaine Marquinhos, à droite Achraf Hakimi, en milieu de terrain Joao Neves, Zaïre Emery, Vitinha et devant Ousmane Dembélé, Marcos Asensio et Bradley Barcola. Voilà, on va regarder les stats et ensuite on passera au classement et à la fin de la vidéo. À noter voilà l'entrée de Désiré Doué qui a délivré une passe D pour le but de Randal Kolo Muani qui lui aussi est rentré en jeu.
Donc voilà les stats du match du Paris Saint-Germain et on va donc passer au classement de cette journée avec donc le Paris Saint-Germain, on l'a dit, seul en tête de Ligue 1 avec 9 points et ensuite suivre 4 équipes à 7 points, l'Olympique de Marseille 2e, Nantes 3e, Monaco 4e et Lens 5e. Ensuite donc on a à la 6e place et à la 7e 2 équipes à 6 points, Lille et Le Havre. Suivent 3 équipes à 4 points, Nice, Strasbourg et Reims. Reims, voilà, on l'a dit. Hein. Non, je vous ai dit, pardon, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Vous m'avez peut-être corrigé dans les commentaires. À ce moment-là, Reims, ça fait match nul contre l'OM. Oui, oui, oui. Reims, ça fait match nul contre l'OM. Donc Reims fait une victoire face à un gros et un match nul. C'est quand même très très bien. Rennes, donc du coup, qui avait été étincelant face à Lyon en première journée, est à seulement 3 points. C'est cette seule victoire. Égalité avec Brest et Auxerre et Lyon, qui a donc également qui a eu sa première victoire, tout comme Brest. Donc 11, 12, 13 et 14. Toulouse est donc 15e. Voilà, avec 2 points. Montpellier 16e avec 1 point. Et donc les deux derniers à 0 points. Angers et Saint-Etienne 17 et 18e. Donc voilà, j'espère que cette longue vidéo sur le résumé des 5 grands championnats de ce week-end match par match vous aura plu. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en milieu de vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Ça m'aide énormément. Voilà. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le compte TikTok de Rêve de Foot. C'est très très important. Voilà. On essaye aussi de développer un petit peu là-bas. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Moi je vous dis donc à jeudi pour donc la sortie d'une nouvelle vidéo sur un joueur, donc une nouvelle analyse. Et d'ici là donc prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.